Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'avoir répondu au rendez-vous de ce deuxième webinaire Pharma Débat réalisé par la revue Pharma et les rencontres de l'officine. Aujourd'hui, notre événement se déroule avec le soutien de la société Hors de Conflit, pionnier de l'apprentissage du Krav Maga pour les professionnels de santé. Je vous propose sans plus attendre de vous présenter nos invités qui vont aujourd'hui échanger sur la délicate question des agressions à l'officine au cours du confinement, mais également à l'issue de celui-ci, afin de faire un point sur un sujet aujourd'hui très médiatisé. Notre premier invité est le lieutenant-colonel Denis Mottier. Vous êtes adjoint au chef de bureau de la sécurité publique à la direction des opérations et de l'emploi de la gendarmerie nationale. Et vous allez nous apporter votre éclairage sur les derniers chiffres de la délinquance qui touche les officines françaises. Mon colonel, bonjour. Bonjour François. Et merci d'être avec nous. On revient vers vous dès la fin de cette présentation. Il sera accompagné de Monsieur Michael Obadia, expert en Krav Maga de renommée internationale. Il est le fondateur de la société Hors de Conflit, un organisme de formation au Krav Maga qui, je le rappelle, est une discipline d'autodéfense qui nous vient d'Israël. Et il fait cela pour les professionnels de santé notamment. Il a mis au point des techniques spécialement adaptées à l'environnement officinal. Michael Obadia, bonjour. Bonjour, plutôt un organisme de formation qui propose des formations dans la gestion des conflits, mais pas spécifiquement dans le Krav Maga. Pas uniquement dans le Krav Maga. On utilise des techniques de Krav Maga dans notre formation. C'est bien noté. Merci pour cette précision. Bienvenue et merci pour votre présence. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci. Notre troisième invité est Monsieur Jimmy Huvet, psychologue d'entreprise, hypnothérapeute, qui accompagne notamment la société Hors de Conflit pour la mise en œuvre de leur module de formation. Il nous apportera des conseils sur l'attitude à adopter face à un agresseur et sur les suites psychologiques, en particulier d'une attaque sur le lieu de travail. Jimmy Huvet, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Eh bien, merci d'être avec nous et bienvenue. Et puis enfin, Madame Simone Seknazi Abitbol, pharmacienne à Paris, qui elle viendra témoigner de différentes agressions ou intimidations qu'elle a pu subir ou dont elle a été témoin au cours de sa carrière. Et nous la remercions chaleureusement pour sa participation, ce témoignage précieux et certainement difficile, mais qui nous permettra d'avoir un retour terrain. Simone Abitbol, bonjour. Bonjour à tous. Et merci de votre présence. Bienvenue. Je vous propose de passer à notre première séquence. Est-ce qu'il y a un effet confinement dans les agressions, dans leur augmentation? Alors, eh bien, commençons par vous, Madame Simone Abitbol. Est-ce que vous pouvez nous raconter la dernière agression dont vous et vos équipes avez été victimes? Et il me semble que c'était un petit peu après le déconfinement. Oui, eh bien, déjà au tout début, juste avant le confinement, c'était des agressions répétées pour la demande de masque qu'on ne pouvait pas donner, on ne pouvait pas répondre à cette demande et les gens s'énervaient. On n'a pas fallu des présentoirs renversés, enfin, et des mots très orduriers, du type salope, pétasse, criminel même parfois. Et puis il y a eu la deuxième phase, le confinement, donc toujours ce problème de masque. Vous les gardez pour vous, la population peut mourir, aucune importance. Et puis il y a eu l'hydroxychloroquine. Oui, on l'a gardé pour l'armée, on sauvegarde notre armée, nous non. Et c'était toujours pareil, donc des mots, et puis des gestes, toujours les présentoirs, c'était ce qu'il y avait de plus facile à casser parce que bon, nous étions déjà derrière une protection par ces vitres plexiglas, mais répéter plusieurs fois par jour, et quand je dis plusieurs fois par jour, c'est parfois 10, 20 fois par jour, les soirées étaient quand même très fatigantes, on rentrait chez nous épuisés, et sachant que le lendemain, ça allait se répéter. Voilà, ça c'était les choses du confinement. Après, tellement d'autres agressions, mais qui ne sont pas forcément liées au Covid et au confinement. Très bien. Alors, il faut rappeler qu'effectivement, pendant toute une période, vous n'aviez pas le droit de délivrer des masques au public. Et que oui.
ça a effectivement généré un certain nombre de tensions. Et là, vous nous dites des agressions donc, sur ce thème avec une argumentation bon, plus ou moins exacte qui confine même parfois aux thèses complotistes. Mais en tout cas, on vous reprochait d'appliquer la loi et on vous a agressé ici plutôt verbalement. C'est ça qu'on comprend. Verbalement, puis je me dis, bon, c'était les présentoirs. Donc les présentoires, oui, voilà, certains cassés, il fallait les récupérer. Bon, ça c'était des agressions qui restaient enfin, pas vraiment, comment dire, personnelles au niveau contact. Mais c'est vrai que nous étions à l'abri. Donc les gens ne pouvaient pas venir nous chercher pour nous agresser. D'accord, donc de l'agression verbale et de la casse. Vous étiez finalement un peu protégé physiquement, c'est ce que je comprends. Oui. Merci en tout cas pour ce témoignage déjà très évocateur. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, enfin là, c'est parce qu'on parlait du confinement. C'est vrai que le fait d'être parmi les rares boutiques ouvertes, parce que tout était fermé, on a eu des personnes qui venaient très régulièrement se défouler un peu sur nous. Mais c'est vrai que nous étions protégés par cette vitre. Nous avions que les syndicats nous avaient plus ou moins conseillé d'installer, comme dans beaucoup de lieux, pour éviter les transmissions. Très bien. Donc, on comprend qu'effectivement, cette protection physique, et c'est un sujet sur lequel on reviendra avec nos différents intervenants. Merci pour ce premier témoignage. Je donne maintenant la parole au lieutenant-colonel Denis Mottier. Mon colonel, est-ce qu'il existe réellement une augmentation de la délinquance au sein des officines, alors à Paris ou ailleurs, bien sûr, depuis spécifiquement le début de la crise du Covid-19? Alors, tout d'abord, je voudrais réagir à ce témoignage de madame qui est révélateur en fait d'un certain désarroi de la part des professionnels de santé quand ils sont pris dans une forme de violence qui, dans le cas du Covid, était conjoncturelle, c'est-à-dire que les pharmacies faisaient partie des seuls commerces encore ouverts qui avaient une importance éminemment stratégiques et pour lesquels en fait des normes ont été posées notamment sur les masques, notamment sur l'hydroxychloroquine, et donc il y a eu un stress qui s'est focalisé sur les pharmacies, à la fois un stress conjoncturel, donc comme vous l'avez dit pour l'hydroxychloroquine, mais également un stress médiatique, parce qu'en fait toute l'attention s'est portée sur eux, et donc il y a eu un phénomène de fake news, un phénomène comme vous l'avez dit de complotisme, qui n'est pas forcément, qui ne se révèle pas forcément dans les chiffres de la délinquance que je vais vous présenter, parce que dans ce qu'a dit Madame, on est sur des violences situationnelles, donc comment dirais-je, je ne vais pas dire qu'elles sont infrapénales parce qu'on peut toujours caractériser, mais elles sont difficilement caractérisables parce qu'elles n'ont pas dépassé un certain seuil. Donc on est sur des comportements qui sont absolument incivils, qui sont absolument non tolérables, mais qui, en fait, de la manière dont ils ont été présentés, eh bien, sont difficilement qualifiables. Donc maintenant, je vais rentrer plutôt dans les chiffres. Les chiffres que je vais vous présenter sont les chiffres en zone gendarmerie. Donc ce ne sont pas les chiffres nationaux qui reprennent les zones police et zones gendarmerie en fonction des zones de compétences. Néanmoins, les ratios qui sont présentés sont valables à la fois en zone police et en zone gendarmerie. Donc une étude, j'ai fait réaliser une étude depuis 2017 sur les mois de janvier à août. Et la première chose que je peux vous dire, c'est que la délinquance générale sur les officines est stabilisée. Sur les 8 premiers mois de l'année, entre 2017 et 2020, nous avons systématiquement entre 950 et 1200 faits constatés dans les officines. La typologie générale est assez intéressante. On peut la scinder en 3 tiers. Donc, le premier tiers, ce sont des vols à l'étalage. C'est-à-dire que les officines sont victimes de vols de clients qui rentrent dans les officines, qui, au gré des rayons, prennent un certain nombre d'articles et qui ensuite partent. Le professionnel s'en rend compte a posteriori ou au moment des faits, mais il est déjà trop tard et dépose plainte. La deuxième chose, ce sont les cambriolages. C'est-à-dire, une fois que l'officine est fermée, il y a effraction généralement, et dans les stocks ou même dans la pharmacie même, il y a un vol qui est perpétré, donc ce sont les cambriolages. Et ensuite, on a un gros tiers de faits dans lesquels rentrent les violences, qui restent minoritaires, mais on a également beaucoup
d'usage de faux et d'usage de faux, c'est-à-dire des fraudes sur l'identité, des fraudes sur les ordonnances, des fraudes qui visent à, notamment pour certains cas médicaux liés à des addictions, et principalement, je parle des addictions dures aux drogues dures, et bien des gens qui, par une fausse identité ou qui, par une fausse appropriation d'ordonnance, vont venir perpétrer des faits. Alors, y a-t-il, et la question que vous m'avez posée, je vais y répondre maintenant, y a-t-il un effet Covid? Écoutez, on a au niveau des chiffres gendarmerie une légère augmentation au mois de mars des faits, liée principalement à des vols à l'étalage. Voilà. Sur les 15 premiers jours de mars, vraisemblablement sur des gels hydroalcooliques et sur tous ces savons et tout ce qui permettait de se désinfecter, les produits de désinfection, on a eu une légère augmentation. Pour le reste, après, on est revenu au mois d'avril et de mai à une certaine norme, si on peut appeler ça une norme, en fait, au niveau de délinquance qui est visible depuis 2017 dans les officines. Voilà. Très bien. Alors, je comprends, hein, si je résume la typologie, donc vous nous parlez de vol à l'étalage, cambriolage, fraude, en ce qui concerne les agressions physiques, les agressions envers les personnes. En ce qui concerne les agressions physiques, pour être très précis, en 2000, donc sur l'année en cours, vous avez exactement, alors je vais vous sortir le chiffre exact, vous avez exactement sur l'année en cours 995 faits en zone gendarmerie qui ont eu lieu. Sur ces 995 faits, vous avez eu 330 vols à l'étalage, 328 cambriolages, et donc on respecte cette règle du tiers que j'ai évoquée tout à l'heure. Et sur le dernier tiers, vous avez 21 faits de violence à l'encontre des professionnels de santé, auxquels je rajoute, puisque ce sont des violences verbales et qui choquent, 15 faits de menaces à l'encontre d'un pharmacien. Donc en tout, vous avez 36 faits sur plus de 900. Donc voilà, donc la proportion est quand même assez minime. Voilà, alors effectivement, ce sont des faits marquants, hein, dès lors qu'ils touchent la personne. Et sans nier leur gravité, on peut voir qu'en termes de proportion, ça reste relativement faible. Ça reste relativement faible, mais ce sont les faits les plus graves, bien évidemment, puisqu'ils portent atteinte aux pharmaciens, à leur personnel. Et donc le traumatisme naissant, à ce moment-là, est quand même majeur. Absolument. Alors, merci pour ces premiers chiffres déjà révélateurs. Sans plus attendre, j'aimerais qu'on passe finalement au cœur du sujet de ce webinaire, et ce qui concerne les sujets les plus graves. Si vous permettez, j'aimerais rajouter quelque chose. Si vous permettez, quelque chose qui va bien sûr dans le sens du lieutenant-colonel. Je voulais quand même apporter juste une information de plus qu'on a, je pense, grâce au travail de la gendarmerie et des pouvoirs publics, stabilisé peut-être la situation, mais la situation, en fait, elle est haute. C'est-à-dire que moi, je me base, hein, d'ailleurs, comme dans nos formations, sur le rapport national des pharmaciens, de l'Ordre national des pharmaciens, le rapport 2019, qui explique qu'entre 2016 et 2018, il y a plus de 250% d'augmentation de déclarations de violence. Et effectivement, 2019-2020, on a stabilisé, mais le niveau est déjà très très haut. Donc ça ne veut pas dire qu'on est bien non plus. Alors, je réagis sur ce. En fait, il faut bien distinguer les faits constatés par les pouvoirs publics. Ce sont des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou des signalements de la part des professionnels. Les signalements, s'ils sont faits sur la plateforme qui a été d'ailleurs mise en œuvre par l'Ordre des pharmaciens, et c'est très bien, en 2017, il faut que les faits qui soient déclarés à l'Ordre des pharmaciens soient également déclarés à la gendarmerie et donnent l'objet en fait de poursuites judiciaires si les faits sont qualifiables pénalement. Moi, je parle de faits constatés, hein, de déclarations d'agression constatées. Et pas déclaration constatée, mais pas forcément en commissariat ou en brigade de gendarmerie. Et en fait, c'est pour ça que j'ai un message d'ailleurs à apporter aux pharmaciens. Dès l'instant où vous faites une déclaration à l'ordre des pharmaciens, faites cette déclaration auprès de votre brigade ou de votre commissariat compétent, ce qui permettra ensuite au pouvoir public d'avoir vraiment le monitoring des faits et éventuellement adapter et constater cette même augmentation, ce qui créera, je vous l'assure, un véritable signal d'alarme.
J'en profite pour redonner l'adresse mail pour déclarer en ligne pour les pharmaciens, parce que tous les pharmaciens ne savent pas qu'il y a une plateforme qui est dédiée. Donc, c'est www.ordre.pharmacien.fr. Et l'Ordre national des pharmaciens vraiment incite vraiment tous les pharmaciens qui ont été victimes de violences d'inscrire ces faits, puisque c'est important pour la suite qui va être donnée. Et on sait aussi que l'Ordre des pharmaciens se porte partie civile maintenant lors d'un procès, lors d'une agression. Très bien, merci beaucoup. Alors évidemment, dans toutes ces questions, il y a un lien avec les déclarations et la façon de mesurer, bien entendu. Sans entrer plus dans cette question, j'aimerais que on continue avec vous, Michael Obadia, sur le vif du sujet, si j'ose dire, l'agression en tant que telle, quand elle a lieu, et les attitudes à adopter face à un potentiel agresseur. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce que vous faites et puis nous dire comment faire pour désamorcer un conflit lorsqu'il se produit au sein d'une pharmacie? Très bien, je vais essayer. J'espère que vous allez Je réussir. vais aborder le sujet, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque nos formations durent à peu près une journée. En e-learning, c'est pareil. Déjà, il faut essayer, et c'est le plus compliqué, de ne pas trop s'impliquer émotionnellement face à quelqu'un de très agressif. Garder une certaine distance, rester dans son rôle, un peu comme un gendarme ou un policier qui exerce son métier sur la voie publique. Donc, pour ça, il faut être bien dans sa tête, bien dans son corps. Et d'après moi, d'après nous, il faut maîtriser certaines techniques de défense, de self-défense, et certaines techniques de gestion du verbal. C'est-à-dire que nous, on s'appuie sur la communication non violente, adaptée justement aux agressions immédiates, donc très courtes, mais il y a un certain nombre de canevas à respecter dans la façon dont on s'adresse aux gens. Il y a des étapes à respecter pour réessayer de retrouver une communication et que cela ne s'envenime pas. Et bien évidemment, le fait de connaître des techniques de self-défense de base va permettre à la personne qui subira cette agression de mieux gérer son émotionnel, d'avoir un petit peu plus de recul et de pouvoir peut-être ne pas justement en venir à se défendre physiquement, puisqu'il aura une stature, une confiance en lui qui lui permettra d'être plus sobre et plus lucide. Je peux vous en dire plus sur les techniques, mais c'est peut-être pas le moment. En tout cas, ce qui est Alors, important, c'est de gérer déjà, dans un premier temps, les distances de sécurité face à quelqu'un de très agressif. Déjà dans le dialogue, dans la première phase où on essaie de désamorcer, de faire dégonfler le ballon, eh bien, il faut déjà quand même garder en prévision d'une agression une distance de sécurité, un positionnement corporel que l'on enseigne dans nos formations. très bien. Alors, vous faites bien de rappeler qu'effectivement, en général, ça commence par une escalade verbale, sauf cas très exceptionnels d'agression directe et caractérisée, mais en général, ce que vous nous dites, c'est que ça commence plutôt par une agression verbale que l'on peut faire retomber, que l'on doit essayer de faire retomber en maîtrisant ses émotions, en ayant la posture adaptée, en ne se laissant pas intimider ou en tout cas en montrant qu'on ne l'est pas, même si c'est très difficile. Oui. Donc voilà, toute cette phase relationnelle avant qu'il y ait contact, si j'ose dire, et corrigez-moi si je me trompe, mais vos techniques sont des techniques de dernier recours, c'est-à-dire si effectivement toutes ces premières choses n'ont pas réussi à éviter un contact physique. Alors, la partie technique de self-défense, oui. On va voir un peu plus tard. Voilà. Mais si je peux, quand on apprend à nos stagiaires à se comporter face à des agressions, on aborde la gestion du verbal, de la communication, Bien sûr. et des choses à dire, à ne pas dire. Voilà. Bien sûr, en dernier lieu, on travaille les techniques de self-défense. Très bien. On a compris effectivement l'enchaînement qui est important. Mon colonel, sur cet aspect, vous voulez rajouter un point? Non, je pense que dans toutes les situations ou de manière générale, sauf qu'on est vraiment dans le cadre d'un braquage où l'auteur est vraiment déterminé à aller prendre la caisse et c'est vraiment une action cinétique préparée. Dans la majorité des cas, on est dans le cadre d'une dégradation, d'une discussion avec une personne qui est soit sous l'emprise de l'alcool, soit sous l'emprise de stupéfiants, ou bien qui est complètement déboussolée et qui se retrouve dans une situation où ça s'envenime
parce que le pharmacien se trouve dans son droit, la personne ne se sent pas comprise, et en fait, on arrive tout de suite à une posture de conflit qui dégénère en violence. Donc l'attitude, et je rejoins ce que vient de dire Michael, c'est le fait que dès l'instant où les gens vont être préparés à une éventuelle confrontation, ils vont pouvoir adopter, déjà eux vont être en confiance, ils vont avoir déjà intellectualisé le comportement idéal à adopter, même si l'idéal n'arrive jamais dans la situation de stress qui va être celle à laquelle ils vont être confrontés. Ils vont développer des mécanismes, notamment dans l'apaisement, dans la position des mains, dans le fait de prendre en compte la situation et de retarder ou d'annuler en fait l'effet de violence. Donc je pense que c'est important ce que vient de dire Michael, parce que Michael, c'est vraiment important que les pharmaciens prennent conscience de ça. Parfait. Alors effectivement, ce sont des... C'est un débat passionnant. Je suis désolé, on a envie j'abonde bien sûr dans ce que Denis, Monsieur Gauthier vient de dire. Il faut dire aussi aux gens qu'ils viennent au travail, ils viennent pour faire leur métier, et s'il se passe quelque chose de grave, il faut bien évidemment obtempérer et ne pas essayer de se faire justice En fait, les gens réagissent différemment, tous différemment, hein. J'ai rencontré des pharmaciens qui ont eu des réactions virulentes, qui ont pris des risques énormes, d'après moi. Certains qui sont rétractés, qui sont entrés dans une position victimaire et qui l'ont très mal pris. Et en fait, la vérité, elle est entre les deux. Mais si on devait être agressé, par exemple, avec une arme blanche ou alors, voire pire, avec une arme à feu, il ne faut même pas réfléchir, obtempérer, suivre les consignes. Et c'est vrai aussi quand même que si on maîtrise des techniques, on sera un peu plus relâché, peut-être un petit peu plus que si on ne sait rien faire. Merci Michael Obadia pour ces précisions. Alors, effectivement, la dimension psychologique est absolument fondamentale et c'est précisément la raison pour laquelle Jimmy Huvet nous rejoint ici. En tant que psychologue, pour vous, quelle est la bonne posture pour faire face à une menace ou à une intimidation? Alors, bon, c'est vrai que si on répond de manière assez rapidement, je vais reprendre un petit peu ce qu'ont dit les intervenants juste avant. Évidemment, ce serait de rester à l'écoute, calme. Bon, tout ça, c'est super. Et c'est vrai qu'on tend quand même vers un idéal. Maintenant, si c'est très important, effectivement, d'aller travailler des techniques verbales comme des techniques de self-défense qui vont être indispensables justement pour faire face à ce qui va arriver. Je dirais qu'il y a aussi la phase qu'on va travailler en amont, c'est-à-dire que si moi je sais que je suis un professionnel à risque parce que mon métier fait que je peux subir des agressions, à ce moment-là, l'idée c'est d'y réfléchir. Hors de conflit propose justement de pouvoir répondre à ça en travaillant par exemple sur la compréhension du mécanisme de stress. Il y a beaucoup de gens en fait qui comprennent pas ce qui se passe dans leur corps, hein, quand ils sont stressés. Bah, ça renforce encore plus le mécanisme de peur, ça renforce encore plus en fait le sentiment d'impuissance. Et c'est bien dommage parce que parfois juste de savoir ce qui se passe en soi peut permettre éventuellement d'avoir une forme de distance par rapport à ce qui est en train de se passer et peut-être d'avoir une attitude un peu plus adaptée. Donc, je dirais qu'il y a cet aspect en amont déjà. Donc, je vais parler du mécanisme de stress, mais c'est aussi comprendre comment fonctionne la peur. Par exemple, vous savez, pour aider certains patients de troubles anxieux, on leur explique un petit peu ce que c'est que la peur, ce que c'est qu'une phobie, ce que c'est qu'un trouble anxieux, ce que c'est qu'un trouble panique. Et en fait, en mettant en exergue exactement ce que ça signifie pour eux, tout ça, eh bien, ils arrivent à distinguer un peu où ils en sont. Et le fait de distinguer, le fait de comprendre aussi le mécanisme du cerveau, eh ben, ça offre un soulagement temporaire. Alors bien sûr, hein, c'est pas suffisant, mais c'est un point de départ. Donc, comprendre peut beaucoup aider et je parle aussi de prise de conscience. Prise de conscience notamment sur ce que représente la violence. Parce que de mon point de vue, aujourd'hui, la violence est plus vue comme un concept qu'on voit à la télévision, plus que comme un outil. Et du coup, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas non plus, soit qui n'osent pas rentrer dans la violence, soit au contraire qui l'utilisent de manière bien excessive, ce qu'a raconté juste avant Michael. Donc, si je comprends en gros comment fonctionne la violence, parce que en fait, je ne peux pas vraiment répondre à la question, c'est-à-dire quelle est la bonne posture à adopter pour faire face à une menace. Soit Michael et Denis ont déjà répondu, soit si c'est en amont, alors on va travailler sur
enfin, ça va dépendre en gros de quel type de violence à laquelle on a affaire. Est-ce que c'est une violence de type social, de type asocial? En général, on a quand même une violence de type social, c'est-à-dire qui fait beaucoup de bruit, avec des gesticulations, des cris, des menaces, des choses comme ça. Et tant que, en fait, on est dans du social, c'est-à-dire qu'il y a de la communication, alors on sait que on peut encore négocier, on sait qu'on peut encore faire quelque chose. Et le fait qu'une personne puisse comprendre ça, ça peut lui permettre effectivement de ne pas rentrer ou de moins rentrer dans l'émotion. Voilà, alors ça serait la partie en amont. Et la partie en aval, ce serait de comprendre aussi que il y a des organismes qui s'occupent des victimes d'agression. Il y a plein de gens qui ne savent pas ça, qui bossent en officine ou ailleurs, qui ne savent pas qu'il y a, par exemple, des associations qui peuvent justement s'occuper des victimes. Alors, j'ai des noms, voilà, il y a des centres d'orientation médico-psychologique ou des centres d'urgence médico-psychologique qui peuvent s'occuper justement des personnes, et ça, il faut le savoir. Savoir, comme ça, on sait qu'au moins. Et je le dis aussi parce que la plupart du temps, quand il y a une agression, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Et des gens, ils vont sortir de là, ils vont être très bien. Il ne va rien se passer pour eux. Il y en a, ils vont entendre parler de l'agression, ils n'étaient même pas dans l'agression, et ils vont développer un stress post-traumatique. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe que parmi les gens qui ont des symptômes, par exemple de stress post-traumatique, ça arrive plusieurs semaines, voire plusieurs mois après parfois. Et je pense que quand on a déjà une bonne idée que ça existe et que ça peut se passer comme ça, alors peut-être on va pouvoir je veux dire, mettre en place une action pour pouvoir tout simplement se gérer, quoi. Hein. Voilà. Très bien. Alors, d'un point de vue psychologique, hein, si je résume ce que vous nous dites, c'est que ça commence avant et potentiellement même hors de toute agression par une préparation qui va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe, le phénomène de stress, la prise de conscience de ce que représente la violence également. Et puis, vous nous dites également, tant que la communication n'est pas rompue, on peut encore éviter le trop-plein d'émotions et éviter la violence tant que faire se peut. C'est ce que vous nous dites? Oui, tout à fait. En fait, il y a un phénomène de familiarisation déjà des connaissances de ce qui arrive, parce que c'est comme tout, hein, il faut de la répétition. C'est pas parce que j'entends une fois un discours que j'ai compris et que je vais l'intégrer. C'est avoir de la connaissance et puis derrière expérimenter sur le terrain les connaissances. Tout à l'heure, Mickaël parlait de communication non violente. Effectivement, voilà, cette communication à mettre en place, elle s'entraîne. Bon, à part les gens qui sont spécialement doués, je doute qu'en une fois, ils aient la possibilité de pouvoir avoir ce genre de discours assez facile. Mais voilà, c'est une question de familiarisation. Oui. Très bien. Merci beaucoup pour ces premiers précieux conseils. Alors, je voudrais passer maintenant à la phase, je dirais, où si elle n'a pas pu être évitée, où les choses se corsent, si j'ose dire. Et Mickaël Obadia a préparé pour nous quelque chose qui va nous permettre de décrypter quelques techniques facilement réalisables pour faire face aux agressions. Voilà, donc quand la phase violente est engagée, un certain nombre de choses à faire et Mickaël Obadia va nous les présenter. Alors, dans l'ordre, une méthode pour arrêter une personne agressive avec saisie, quand l'agresseur s'empare de vous ou de vos vêtements, une parade de dégagement d'une saisie avec la main et enfin, lorsque les choses deviennent vraiment dangereuses, une technique de protection contre une gifle ou un crochet. Mickaël, on vous écoute. Alors, j'ai fait un choix parmi à peu près une dizaine de techniques, un peu plus qu'on utilise dans nos formations. C'est les plus caractéristiques puisque la première, donc défense, vous allez voir sur une personne qui arrive agressivement sur vous, de façon agressive, pardon, sur vous, comment réagir, comment se positionner. Peut-être on peut la lancer déjà. Voilà, donc là on voit que la personne arrive sur vous. Pour l'instant, on ne sait pas si elle va nous saisir ou nous frapper. En tout cas, tout de suite, un pas de côté sur la gauche ou la droite, saisie du col et on fait un décalage des épaules et du bassin pour pouvoir, un petit peu comme un toréador, ne pas s'opposer à la force, à l'avancée de notre adversaire. C'est tout simple. On l'utilise déjà dans d'autres disciplines, hein, en aïkido notamment. Un décalage du pied, des épaules et du bassin avec un contrôle
du haut du corps. Pourquoi? Parce que souvent, il peut y avoir un choc de tête, un coup de tête ou autre chose. Et j'ai montré dans ce petit passage qu'avec ma main gauche, je contrôlais aussi la main dans la direction où j'allais pour éviter qu'il me donne un coup avec celle-ci. Voilà, c'est la première vidéo que j'ai proposée. J'aurais pu en proposer d'autres. Est-ce que vous voulez que j'en rajoute dessus ou que je rajoute quelque chose techniquement dessus ou on passe tout de suite à Alors, une juste autre? pour résumer, même si là on est dans le physique, on est dans l'esprit, dans ce qu'on disait avant, c'est-à-dire on est plutôt dans l'évitement que dans le choc, dans le contact et dans le Voilà. combat. Là, on est complètement dans l'évitement et vous remarquez que il n'y a aucun coup qui a été donné. Je me suis mis en protection, je me suis décalé sur son avancée et je suis passé derrière lui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut très bien envisager d'aller retrouver une issue de secours pour s'en aller ou alors retrouver des collègues qui sont peut-être là, qui n'ont pas vu la scène. Donc, c'est une stratégie d'évitement, de décalage qu'on utilise beaucoup dans les sports de combat et dans les arts martiaux. Très bien. Alors, je crois que vous aviez préparé d'autres exemples illustrés. Oui. Allez-y, je vous en prie. Donc là, voilà, là, donc c'est une saisie classique des vêtements. Donc là, on voit qu'on retire, on exécute un retrait de la jambe pour pouvoir appliquer un effet de levier au niveau du poignet et on se tient à distance et tout de suite après, on reprend une position de garde d'apaisement, c'est-à-dire les mains en protection, même si on n'a pas les poings fermés pour ne pas inciter à la violence. Peut-être que cette étape-là suffirait à ne pas aller plus loin dans l'agression. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coups qui ont été donnés. L'agresseur voit que la personne s'est bougée, sait se positionner, et déjà, ça fait redescendre beaucoup l'adrénaline de l'agresseur, et peut-être qu'on peut retrouver un contact à ce moment-là de communication verbale. Techniquement, c'est pas compliqué à faire. Hein. Vous voyez que c'est pas des techniques très compliquées à exécuter, mais il faut quand même s'y entraîner et respecter certains points techniques de base. Certains points clés. Parfait. Je crois que vous aviez une dernière technique, une dernière vidéo à nous présenter. Alors, technique de oui, protection. dans cette, voilà. Donc là, on est dans l'optique où l'agresseur donne un coup. Hein, ça peut arriver, c'est pas la majorité, mais ça arrive. À ce moment-là, on positionne tout de suite nos mains perpendiculaires et tout de suite après, on va faire un décalage sur le côté du cou en baissant son bras, en passant derrière lui, toujours dans l'optique de pouvoir justement se soustraire à l'agression et de pouvoir reprendre une distance de sécurité, voire une fuite. Les deux mains perpendiculaires, ensuite saisie du bras, décalage des épaules, décalage du pied et demi-taille sabaki, comme on dit dans le milieu des arts martiaux. On se retrouve dans le dos de l'adversaire et là, c'est une très bonne stratégie pour se soustraire à une agression qui pourrait s'envenimer. Là non plus, on n'a pas donné de coup, mais on aurait pu, selon la situation, travailler la même technique avec une parade et un contre simultané. Mais là, on est déjà dans un niveau d'agression beaucoup plus grave. Donc, il ne m'a pas semblé pertinent de proposer cette technique-là aujourd'hui. Alors là, ce qu'on vient de voir, c'est effectivement des choses, on est déjà dans le physique, mais elles ont toutes pour point commun de permettre à l'agressé de se protéger, d'éviter les coups, d'éviter qu'on atteigne à son intégrité physique. Il ne s'agit pas de combattre, il ne s'agit pas de mettre hors d'état de nuire, c'est pas le propos, en tout cas pas de cette phase-là. Alors je vois que tout ça est très intéressant et fait beaucoup réagir nos internautes qui nous soumettent un certain nombre de questions, donc je vais vous les poser. Parfois, elles sont directement dirigées à nos intervenants. Lieutenant-colonel Denis Mottier, on nous demande si la hausse des agressions concerne uniquement les pharmacies, mais les autres professionnels de santé. Est-ce que vous avez des retours sur d'autres professionnels, les dentistes, les kinés, les généralistes ou que sais-je? Alors, pendant la crise de la Covid-19, on a eu une augmentation des intimidations et des agressions à l'encontre des personnels soignants. Oui. Ce qui a nécessité de la part de la gendarmerie la mise en place d'une opération dédiée qui concernait également les pharmaciens, qu'on avait appelé IJ, du nom de la déesse grecque associée aux soins aux personnes. Et donc on avait une cellule qui se réunissait pour
un, mener des actions de prévention, deux, faire en sorte que les faits judiciaires qui étaient déclarés soient particulièrement suivis et qu'ils soient poussés jusqu'au bout, et trois, en termes d'accompagnement, offrir au personnel, notamment infirmiers, qui étaient particulièrement mobilisés, un accompagnement aux victimes en lien avec les associations dédiées dont a parlé Jimmy tout à l'heure. Parfait. Merci beaucoup. Pour compléter les dires de M. Mottier, moi j'ai le rapport de l'ONVS, donc, qui pour 2019 a donné un chiffre de 71% d'évolution en nombre de victimes entre 2015 et 2018 dans la santé en général. Très bien, merci beaucoup. Alors, restons avec vous, Michael, puisque j'ai une question qui vous est spécifiquement destinée. Si l'agression n'est que verbale et que manifestement il n'y a pas de volonté d'aller au-delà, comment éviter l'escalade? Par la parole, par la reprise de contact de la communication. Dans ces cas-là, de toute façon, on aura peur vraisemblablement, mais il faut faire en sorte de montrer le moins possible cette peur, essayer de retrouver ses esprits, une certaine lucidité, mais c'est que par la discussion. Il n'y a pas d'autre solution que soit discuter, soit en arriver aux mains. Malheureusement, il n'y a pas d'étape entre les deux. Mais 80-90% des altercations se terminent en discutant, en communiquant. Les agressions physiques, c'est une infime partie, heureusement, de l'agression. Excusez-moi. Parfait. Je vous en prie, merci beaucoup. Lieutenant-colonel Mottier, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je pense qu'il y a parole, on parle de parole et de violence. Je pense que, en fait, la personne, elle vient pour quelque chose. Donc après, il faut savoir céder, en fait, temporairement. Et c'est-à-dire que si on vient vous voir, ne cherchez pas tout de suite à chercher un compromis, soit verbal, qui va pouvoir s'envenimer en physique ou ne pas s'opposer directement physiquement. Si la personne, elle vient et ne veut pas payer, elle veut s'emparer d'un certain nombre de choses et que vous n'avez aucune autre possibilité, cédez. Ne vous mettez pas en danger, ne mettez pas en danger vos personnels. Ensuite, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en œuvre dans les pharmacies, etc., qui permettront aux forces de l'ordre, dès l'instant où l'alerte va être donnée, d'aller interpeller ces gens-là et de le faire de manière professionnelle. Mais ne mettez pas de facto votre vie en danger. Et si vous voyez que la parole ne suffit pas, cédez. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de dire, n'oubliez jamais que vous n'êtes jamais seul dans une officine. Vous avez vos personnels qui travaillent avec vous, qui peuvent être agressés en périphérie. Vous avez également votre patientèle qui est présente et pour lequel cette agression va également être un traumatisme. Et donc, plus ce stress va être réduit, moins les répercussions pour ces gens-là vont être importantes. Donc, je reviens sur ce qu'a dit Michael. Vous êtes dans une stratégie d'évitement dès l'instant où vient vers vous. Tout ce qu'il a présenté, c'est des gens qui sont déjà dans une cinétique et dans une volonté d'agression physique. Stratégie d'évitement, stratégie de protection de vous-même et des autres. Et enfin, la préparation vous permet d'afficher une certaine détermination dans la parole et dans votre stature, dans votre charisme. Et deuxièmement, une détermination dès l'instant où vous engagerez le geste d'évitement qui a été présenté. Et ça ne s'improvise pas, ce sont quand même des gestes techniques. Voilà. Et ça se prépare. J'entends effectivement que sur l'escalade verbale, pas de querelle d'ego. On ne doit pas forcément sortir vainqueur de la discussion, c'est pas l'objet. C'est parfois peut-être un défaut de ces situations, un défaut de traitement. Et puis également, on ne se substitue pas aux forces de l'ordre, c'est-à-dire que l'arrestation physique, c'est un métier, c'est une technique et c'est un droit spécifique. On ne joue pas à ça. C'est également ce que vous nous dites. Alors, j'ai une dernière question et cette fois-ci, elle est pour Jimmy Huvet. Vous en avez un peu parlé, du contre-coup. On me dit là très directement, après une agression, on est choqué. Comment est-ce qu'on s'en sort rapidement? Comment est-ce qu'on refait surface? Alors rapidement, ça je ne sais pas, ça dépend des gens, ça dépend et de l'agression et de la personne qui subit l'agression. De toute façon, de manière générale, quand une personne se fait agresser, comme je le disais un peu tout à l'heure, il y a des personnes qui s'en sortent très très bien après une agression. En fait, si vous voulez, dans le mécanisme d'une agression, très souvent, ou du moins de quelque chose qui est choquant pour nous, il y a un mécanisme de dissociation qui se passe. Une dissociation, ça veut dire il y a une partie de nous qui n'est plus là.
Et on est à la fois ultra focalisé sur ce qui se passe et en même temps, on n'est plus vraiment là. Et lorsque cette dissociation est traumatique, effectivement, ça peut devenir problématique. Mais il y a quand même des solutions, c'est-à-dire que y a des centres pour ça qui s'en occupent, qui s'occupent des victimes, de la prise en charge des victimes. Donc, tout à l'heure, j'ai évoqué les centres d'urgence médico-psychologique, les centres d'orientation médico-psychologique. Vous avez aussi ce qu'on appelle, je crois que c'est une association qui s'appelle France Victimes qui existe. On a aussi, je crois, le centre de psychotraumatisme dans le 17e arrondissement de l'Institut de victimologie. Il y a vraiment il y a des associations qu'on peut contacter. En général, c'est quand même des prises en charge qui commencent souvent au téléphone. Et parfois, il y a des redirections, des réorientations vers soit du libéral, soit vers des groupes de travail pour justement que les personnes puissent exprimer leurs émotions, qu'ils ne se sentent pas seuls et puis qui commencent en fait doucement le travail de réassociation pour qu'ils ne soient plus traumatisés, quoi. Parfait, très bien. Alors, on aura dans une prochaine séquence l'intervention à nouveau de Madame Abitbol, qui est certainement une des mieux placées parmi nous pour parler de ce traumatisme. Juste avant, une dernière question intéressante de nos internautes. Pour éviter l'engrenage, même s'il n'est que verbal, est-ce que vous conseillez plutôt un ton de parole calme ou une posture plus autoritaire? Et il est interdit de me répondre, ça dépend. La question est pour qui? Pour tout le monde? Okay. Pour celui qui voudra la saisir, mon colonel, je vous en prie. Non, mais moi, je pense que la posture de calme, on peut être calme et déterminé. C'est dans le ton qu'on va employer et dans la sémantique qu'on va utiliser qu'on va réussir qu'on va tenter d'apaiser les choses. Donc, je dirais qu'un calme déterminé, un calme serein. Exactement. Autant faire très bien. J'allais dire à peu près la même chose avec d'autres mots, c'est tout à fait ce qu'on propose, c'est-à-dire rester. De toute façon, quelqu'un d'agressif, si vous surenchérissez, c'est l'effet boule de neige, vous êtes sûr que ça va partir très très loin. Donc il faut essayer justement de faire redescendre la tension. Et souvent, il faut avoir un petit peu d'empathie, même si on n'est pas d'accord avec lui, comme le disait M. Mottier tout à l'heure. C'est pas une histoire de j'ai raison ou j'ai tort, c'est une histoire de retrouver une communication apaisée pour pouvoir gérer cette situation. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Jimmy. Ouais, l'idée aussi qu'on pourrait rajouter, c'est de comprendre qu'il y a des véritables signaux territoriaux en fait dans ce qui se passe dans une agression comme ça. Et je dirais, on va avoir cette information en plus, bien entendu. Comprendre qu'il y a des signaux territoriaux fait que du coup, si on rentre dans le jeu, on rentre dans l'escalade sans même s'en rendre compte. Ça vient comme un réflexe en fait. Et ces signaux territoriaux, c'est tout bête, c'est une question de distance. Tout à l'heure, Mickaël en parlait. Commencer à reculer. Éviter de regarder dans les yeux, par exemple, ou détourner le regard, mais sans montrer qu'on n'a peur ni rien. Baisser la voix, parler calmement, parler doucement. Tout ça, c'est ce qui va permettre en fait de faire baisser le niveau d'alerte de l'agresseur. Et c'est ce qui va nous intéresser, notamment pour pouvoir, par la suite, si possible, négocier, par exemple. Très bien. Alors, on entend parfaitement toutes ces choses qui sont très claires. Madame Abitbol, Simone Abitbol, vous qui avez vécu ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire finalement de toutes ces phases, de l'avant, du pendant, de l'après? En quelques mots, quelle est votre perception réelle et vécue? Bon, d'abord, je voudrais dire à M. Mottier que sa perception n'est pas du tout la bonne, parce que moi, j'ai été agressée de façon très violente plusieurs fois. La police est toujours arrivée, bien après le départ des agresseurs. Donc, comptez sur eux. J'avoue que je n'y crois plus. Donc, c'est pour ça que je trouve que ce que me disait M. Obadia correspond plus à ce que j'attends. J'ai eu un cambriolage un jour. 3 jours plus tard, une agression au pistolet, donc en présentiel, à la pharmacie. Il y avait mon équipe autour de moi. Et là, j'ai craqué. Je n'ai pas su du tout répondre. J'ai mis mon équipe en danger, ça je l'avoue, moi-même, oui, ça j'en suis responsable. Et c'est à ce moment-là que j'aurais vraiment aimé avoir appris à me comporter dans ces situations. Ça a été dramatique pour l'équipe pendant un temps assez long. Nous avons tous été traumatisés. Aucune réponse de la police, aucun soutien de qui que ce soit. Nous étions laissés à nous-mêmes, abandonnés. Donc voilà, j'estime que
ce genre de réponse que nous propose Monsieur UV, Monsieur Obadia, vont sûrement aider le pharmacien à prévenir et aussi à, je sais pas, soulager les affres du post-traumatique. Madame Abitbol, je vous remercie de faire l'apologie de notre travail, mais il faut aussi se rendre compte qu'on ne peut pas mettre un policier dans chaque pharmacie et que il y a quand même il y a une prise de conscience hein, de la situation et aussi beaucoup de prévention qui de plus en plus est faite, que M. Mottier pourra peut-être mettre en avant. Mais je vous remercie, mais je pense que la vérité, elle est entre nous tous et peut-être pas stigmatiser la police qui ne peut pas être partout non plus. Alors, un commentaire. Moi, Paris n'est pas en zone de compétence gendarmerie et je ne vais pas me lancer dans la guerre des polices en disant que nous on fait mieux et que les autres le font mal. Simplement pour vous dire que on fait en sorte, dès l'instant où on a une alerte et un cas d'agression qui nous est signalé par l'appel 17, de mettre en œuvre les moyens suffisants pour aller résoudre ce problème. Et dans le cadre j'entends hein, que vous n'êtes pas satisfaite de la réponse qui a été faite par les forces de l'ordre. Je pense que eh bien, vous pouvez écrire et parler de votre situation et témoigner de votre situation auprès du ministre de l'Intérieur et lui demander pourquoi en fait vous avez cette impression que les pouvoirs publics n'ont pas mis en œuvre suffisamment selon vous de moyens. Et il vous répondra parce qu'en fait nous répondons à chaque fois que nous avons ce genre de retour, nous répondons de comment nous avons réagi, pourquoi nous avons réagi de telle façon, etc. Voilà. En zone gendarmerie, sachez que dès l'instant où il s'agit de commerce, et les pharmacies sont pour nous des commerces sensibles, et bien en fait, c'est une alerte quand même qui est traitée au plus haut niveau du CORGE, et on envoie du CORG, donc du centre opérationnel de la gendarmerie, et on précipite des moyens, une patrouille qui est normalement sur roue, et des moyens complémentaires dès l'instant où on sait qu'il y a un critère aggravant, que ce soit arme, que ce soit blessé, que ce soit voilà. Et ensuite, le signalement, et j'y reviendrai peut-être après sur ce que l'on demande aux gens qui nous appellent, c'est sur le signalement qui nous est fait des auteurs, qui nous permet de les interpeller dans le temps de la flagrance s'ils ont pu prendre la fuite. Alors, puisqu'on parle effectivement de l'intervention des forces de l'ordre, on parle de flagrance, juste et tout à fait en lien, il y a également un cadre légal autour de l'exercice de la violence et de la défense qui peut être légitime comme le prévoit la loi. Est-ce que, mon colonel, est-ce que vous pouvez nous rappeler les règles à respecter pour se défendre dans le respect du cadre strictement légal? Alors, très rapidement, parce que je ne vais pas rentrer dans un cours de droit, parce que la notion de légitime défense en droit français est certes claire sur le papier, mais dans les jugements et dans les jurisprudences, il y a quand même toujours, et vous le voyez dans l'actualité, est-ce que le policier ou est-ce que le gendarme était dans le cadre légal d'usage? Et quand il s'agit d'un particulier qui n'a pas des pouvoirs de police, la question de était-il en légitime défense? Et l'exemple le plus grave, et vers lequel qui est quand même un cas d'école maintenant, c'est l'affaire du bijoutier de Nice qui est braqué plusieurs fois et qui eh bien excédé sort de sa bijouterie et tire sur un jeune qui part en scooter de dos. Donc, quel est le cadre de la légitime défense? Je vais vous lire l'article 122.5 du Code pénal. N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Donc, en langage clair et net, la caractéristique de l'agression envers soi-même ou envers autrui doit être actuelle, c'est-à-dire qu'elle est en train de se passer ou elle vient de se passer. Elle est injustifiée et elle est réelle, c'est-à-dire que ce sont des faits physiques réels. Et donc, en conséquence, la défense qui est apportée à cette agression doit être nécessaire, simultanée et proportionnée. C'est-à-dire que dans le cadre on ne répond pas à une gifle par un coup de fusil, par exemple.
Voilà qui est parfaitement clair du point de vue de la loi, hein, donc immédiat, justifié, proportionné, et puis avec toujours, et c'est parfois ce qui choque un peu l'opinion aussi, hein, puisque là on n'a pas seulement à apprécier le caractère légal, mais également le caractère légitime, moral, justifié, une difficulté d'appréciation par les tribunaux lorsque l'affaire est portée devant la justice. Donc c'est une question complexe, mais il nous a semblé pas inutile effectivement que nos officinaux sachent dans quel cadre s'exerce la légitime défense si effectivement ils sont amenés à la mettre en œuvre. Alors, on a parlé de l'agression, de la manière d'y faire face, voire d'y répliquer. Je voudrais me tourner à nouveau vers Madame Abitbol pour connaître votre sentiment. Vous nous semblez nous dire que vous n'avez pas forcément trouvé l'aide que vous cherchiez. Vers qui vous êtes-vous tourné pour retrouver un peu de sérénité et reprendre le travail? Personne, on n'avait aucune information, donc on s'est remonté le moral mutuellement avec toute l'équipe, en espérant que ça ne se reproduise pas. Et c'est vrai que bon, voilà, c'est très bête, mais j'aurais aimé avoir un minimum de formation pour ne pas justement m'énerver contre ce phénomène qui était rentré dans l'officine avec quand même une arme au poing, un pistolet à la main. Donc j'ai vraiment été inconsciente. Alors là, vous faites référence effectivement à l'épisode peut-être le plus grave de ce que vous avez connu, et sans remuer trop de souvenirs douloureux. Cette agression donc armée, ça s'est produit à quelle période, en quelle année? Ça fait déjà quelques années, ça Ouais, fait une dizaine d'années. très bien. C'est vrai que Alors, l'officine était dans un quartier peut-être un peu chaud. J'étais dans le 10e arrondissement. Le trafic de drogue à l'époque se faisait dans la rue. Mais il y a, bon, là, c'est un des exemples, comme vous dites, le plus dramatique. Mais c'est vrai que, comme disait Monsieur Mottier, les fausses ordonnances, les personnes complètement camées qui arrivent et qui veulent absolument avoir leur dose au travers d'ordonnances falsifiées, voilà, d'ordonnances volées, c'est quand même, allez, pas le quotidien, mais ça arrive quand même un peu partout. J'ai travaillé dans plusieurs arrondissements et même très récemment, il y a quelques mois, dans le 16e arrondissement, j'ai été confrontée exactement au même problème. Et comment répondre à ces personnes? C'est très compliqué parce qu'ils ne veulent rien entendre et que nous, on ne peut rien leur donner. C'est bien très, sûr. très difficile et voilà, on est dans l'attente d'une réponse. Comment parler et désamorcer? Alors effectivement, un dialogue difficile dans les situations que vous mentionnez. Avant de répondre à votre propre question, sur l'aspect psychologique des choses, et encore une fois, je suis navré de remuer des souvenirs peut-être douloureux, mais les manifestations de ce traumatisme, quelles ont été les manifestations pour vous, pour votre équipe, physique, psychologique? Comment ça se manifeste finalement? Ben, c'est très simple. Chaque personne, allez, qui est entrée seule, les mains dans les poches, un air un petit peu trop, pas forcément agressif, mais un air très volontaire. Bah, nous, on était dans, voilà, dans une certaine angoisse. On ne savait pas ce qui allait se passer. Et voilà. Mais maintenant, pour tout le reste, vraiment, comment remonter la pente, ça s'est fait seul et entre nous. Alors, merci beaucoup. Vous disiez que cette agression la plus traumatisante est remontée déjà à une dizaine d'années. Les choses ont probablement évolué en termes de structures publiques et privées d'aide. Euh, Jimmy UV, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, on peut peut-être développer à nouveau. De Ouais. manière immédiate, après l'agression, vers qui on peut se tourner, comment trouver de l'aide, comment remonter la pente? Alors, en fait, comme j'ai déjà un peu répondu à la question, je voulais ajouter une chose. Lorsqu'on vit un choc émotionnel, on n'est pas forcément obligé de penser à une agression. Mais dès qu'on vit un choc émotionnel, par exemple, j'ai eu une grosse altercation avec un collègue, par exemple, de travail. Quand je rentre chez moi, il va se passer deux choses. La première, soit je vais accepter ce qui vient d'arriver, soit je vais le refuser. Si je l'accepte, ça va donner un truc du genre, bon, bah voilà, c'était rien,
Enfin non, c'est pas rien. C'était vraiment une embrouille qui n'était pas agréable. J'espère que ça va bien se passer. Maintenant, je vais essayer d'en parler avec tel collègue, etc. Et voilà. Et en gros, tout se passe bien. Et si je refuse, ça veut dire qu'en gros, je vais me dire à moi, bah en fait, non, il s'est rien passé. C'est bon, il s'est rien passé. Allez, je vais boire un verre, je pense à autre chose. Ça, en fait, c'est une forme de refus de ce qui est en train de se passer. Et c'est souvent ce que les gens font. Et pourquoi on le fait? Parce que souvent, on n'a pas trouvé les moyens de sécurisation. En termes de moyens de sécurisation, ça peut être par exemple quelqu'un qui parlait. Tout à l'heure, Madame en parlait, on ne savait pas vers qui se tourner. Parfois même les amis, on ne va pas vers eux parce que tout simplement on se dit qu'ils ne peuvent pas comprendre ou qu'ils ne vont pas nous écouter uniquement parce qu'ils vont nous dire bah, allez viens, on va boire un coup. Et effectivement, c'est vécu un peu souvent comme un refus ou comme un déni de ce qu'on a vécu. Et puis parfois, il y en a qui carrément se renferment et se replient sur eux-mêmes, naturellement. Et c'est comme ça qu'en gros, si on parle de la dissociation traumatique, c'est comme ça qu'elle se crée en fait. C'est qu'il y a un refus et qu'il n'y a pas moyen de sécurisation. Donc, une manière de pouvoir permettre à la personne de sortir en fait de ça, c'est justement de lui offrir ces moyens de sécurisation. Par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, de savoir qu'il y a des organismes, des associations qui s'occupent donc des victimes d'agression, notamment aussi qu'il y a des professionnels en libéral qui peuvent aussi aider à la reconstruction, à la réassociation pour qu'ils puissent se sentir mieux en fait, plus traumatisés. Et puis de trouver au travers de ces prises en charge, de retrouver une sécurisation qui soit à la fois externe et à la fois interne, c'est-à-dire on reprend confiance en soi et on apprend en fait à transformer ce qu'on appelle le souvenir traumatique en un souvenir autobiographique, c'est-à-dire racontable. Donc, ce que vous nous dites, effectivement, c'est un complément intéressant à ce que vous aviez déjà dit en début d'émission. Éluder, essayer de mettre son mouchoir et penser à autre chose, à long terme, c'est pas une bonne solution. Même dès le départ, c'est pas une bonne solution. En fait, on fait ça pour se protéger parce que le cerveau est bien fait, il fait tout pour éviter la souffrance. Donc, on va mettre en place assez rapidement des mécanismes d'évitement de la souffrance, notamment lorsqu'on n'a pas de moyens de sécurisation. On croit ne pas en avoir aussi. En revanche, si je sais que j'en ai, il est probable que je puisse agir autrement. C'est pour ça que je dis, une personne qui vit un choc émotionnel, quel qu'il soit, même qu'il soit traumatique ou pas, il va avoir tendance en fait à se référer à ça, mais ça se fait de manière très instinctive, c'est automatique en fait. Et s'il les a, de lui-même faire, non mais bon, de toute façon, je sais qui parler, je vais parler à mon patron, je vais parler à ma mère, je vais parler à mon pote, je vais parler, je sais ce que je vais pouvoir mettre en place. De toute façon, j'ai déjà vécu ça, donc je sais ce que c'est. Vous voyez, et là, en fait, en parlant comme ça, il a trouvé des moyens de sécurisation à la fois internes et externes, quand c'est le cas. Le truc, c'est quand c'est pas le cas, que ça devient problématique. Et voilà. Et donc, ces fameux centres d'aide qu'on peut retrouver, que ce soit les France Victimes, la Fédération nationale d'assises d'aide aux victimes ou autres, que j'ai cité tout à l'heure, sont des premières approches pour justement aider les victimes à s'en tirer. Parfait, merci. Lieutenant-colonel Mottier, d'un point de vue plus administratif et judiciaire, la suite de l'agression, quelle doit-elle être? Alors la difficulté soulevée par Madame Abitbol, elle est commune à de nombreuses victimes, c'est-à-dire que l'agression, quelle qu'elle soit, a constitué un choc avec une décharge d'adrénaline et au moment où les enquêteurs arrivent, les enquêteurs, eux, sont déjà dans un travail judiciaire. Et la difficulté, c'est que la verbalisation de l'agression vis-à-vis de l'enquêteur n'est pas en soi un acte psychologique et en aucun cas un acte de soin, même si, et en fait, la difficulté pour la victime, et ce qui a sans doute vécu Madame Abitbol, c'est qu'il n'y a pas eu de suivi. C'est-à-dire que dès l'instant qu'elle a pu verbaliser sur le plan judiciaire, dans le cadre de son dépôt de plainte, en fait, les choses, il y a eu un trou. Et un des défis de la police et de la gendarmerie, c'est de faire en sorte que l'accompagnement de la victime soit continu et que quand on sort et quand une victime sort d'un commissariat ou d'une brigade de gendarmerie, elle ait à minima un certain nombre de liens qu'elle pourra activer pour avoir un suivi sur la longue durée. Voilà. Donc la gendarmerie et la police vont créer ce lien qui va être repris par France Victimes, par d'autres organismes associatifs ou des professionnels de santé. Par contre, s'agissant du suivi judiciaire,
le fait de prévenir la victime de l'avancée du dossier judiciaire et participe en fait à son parcours de récupération et de résilience, parce qu'en fait, il y a la vérité judiciaire qui va s'exprimer, le dossier judiciaire, c'est-à-dire que oui, l'État français, la justice me reconnaît en tant que victime, donc ça c'est un point quand même essentiel dans son parcours, mais à côté de ça, il y a tout un travail de verbalisation et d'acceptation, comme a dit tout à l'heure Jimmy, psychologique, qui est beaucoup plus long et pour lequel la gendarmerie et la police ne peuvent pas répondre directement. Par contre, là où on essaie de faire un effort, c'est de mettre en lien en fait la victime avec l'univers associatif ou des partenaires qui vont l'aider dans son parcours de victime. Sur certains cas, par exemple, vous avez dans les commissariats et dans la gendarmerie, donc là on n'est pas sur, on est sur d'autres cas d'agression, notamment des violences conjugales, mais le mécanisme de la violence est le même. Eh bien, on a des intervenants sociaux gendarmerie qui vont faire ce lien en fait entre la prise en charge judiciaire propre aux forces de l'ordre et une prise en compte plus ouverte, sociale, psychologique et pour que la victime puisse se reconstruire. Donc on est bien face à une prise en charge globale et si possible bien coordonnée entre la partie administrative judiciaire et la partie plus sociale. Et en tout cas, que ce soit pour l'une ou l'autre des parties, votre injonction aux victimes, c'est de surtout pas rester dans leur coin et d'aller solliciter les organismes compétents. On est déjà, alors, on a beaucoup parlé, c'était très intéressant. Le sujet fait beaucoup réagir sur les réseaux. On avait également des questions qui avaient été posées sur notre boîte à questions mise en ligne la semaine dernière. Donc, j'ai quelques questions pour vous pour terminer. Pour rester avec vous, mon colonel, en cas d'agression, et puis peut-être également pour Michael Obadia, en cas d'agression, comment protéger les personnes présentes dans l'officine de manière très concrète? Donc, ça c'est une question très 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 large. Je pense que, comme ça a été dit, comment protéger véritablement son officine? Je vais prendre plutôt cette question-là, parce qu'en protégeant l'officine, je considère qu'on protège l'endroit, mais également les personnes qui y travaillent. La première chose que j'ai envie de dire, c'est faire en amont, parce qu'en fait, on ne peut pas bien réagir à une agression si on ne s'y est pas préparé. Et c'est tout le travail de préparation personnelle que propose Michael sur le plan des techniques et Jimmy sur le plan psychologique, c'est se préparer et préparer ses personnels. Donc après, il faut faire en sorte que son officine apparaisse pour un éventuel agresseur comme une cible difficile. Donc il y a un certain nombre de choses, donc il faut pouvoir dissuader simplement déjà les agresseurs de rentrer. Donc là, moi, j'invite les officines au gré des patrouilles de gendarmerie et de police qui passent dans leur quartier de se renseigner, de demander l'intervention d'un correspondant sûreté ou d'un référent sûreté qui va pouvoir leur donner des conseils pour protéger leur officine, mise en place de caméras, diagnostic sur la manière dont est agencée leur officine, où sont les valeurs, etc., de manière à ce qu'ils puissent mieux protéger leurs locaux. Et en ayant une meilleure protection de leurs locaux, en fait, dissuader et retarder, voire complètement annihiler une menace naissante qui, parfois, il ne faut pas croire que tout soit prémédité, c'est parfois simplement l'opportunité pour un délinquant de voir que, ah bah tiens, c'est ouvert, ah bah tiens, je vois une boîte de masques, on parlait du Covid, je vois un stock de masques qui est dans l'officine, et je vais y aller, je vais m'en emparer. Voilà. Et donc, pour éviter ça, donc il y a des solutions simples, c'est des solutions d'éclairage pour éviter les zones sombres, notamment dans la période hivernale qui va arriver. C'est tout un tas de conseils qui peuvent être mis en place en amont. Et puis également, informer les clients que votre officine est placée sous vidéosurveillance ou que votre officine, quand elle est fermée, elle est placée sous vidéo assistance et téléalarme qui va déclencher tout un processus d'alarme avec un opérateur privé qui, une fois le doute levé, va très rapidement et de manière quasiment directe prévenir les forces de l'ordre qui vont intervenir le plus rapidement possible. Après, dans le cadre de l'agression, il faut penser à former vos personnels, il faut les informer. Parfois, vous avez dans les officines
des gens qui ont de l'expérience, il y en a d'autres qui n'en ont pas. Vous avez des stagiaires, vous avez un certain nombre de passages. Briefez vos personnels sur les risques encourus. Vous connaissez votre quartier, vous connaissez votre village, vous connaissez votre ville. Vous savez que, eh bien, il y a des périodes dans l'année, il y a des périodes dans la journée qui sont plus sensibles que d'autres. Il ne faut pas laisser traîner ci, il ne faut pas laisser traîner ça. Tel type de médicament est sous-clé, tel type de médicament est protégé, tel type de médicament, Subutex et autres, comment dirais-je, substances dans le cadre du traitement des addictions, eh bien, sont sensibles. Fais attention, respecte des distances de sécurité. Bref, tout ce que Michael et Jimmy ont évoqué. Évitez d'avoir des habitudes. Notamment sur vos trajets, sur un certain nombre de choses, quand vous êtes dans des quartiers sensibles et que vous avez ce sentiment qu'il y a potentiellement un risque, eh bien, changez vos habitudes. N'arrivez pas toujours par le même itinéraire. Essayez de ne pas faire en sorte que votre manière de faire vivre votre officine soit trop prévisible. Et enfin, soyez attentifs. Et dès l'instant où vous détectez et que vous avez une suspicion de quelqu'un qui rôde depuis longtemps, vous avez des personnes qui sont venues 2-3 fois, c'est pas votre patientèle habituelle. Vous avez une personne qui vient 2-3 fois, qui demande juste des renseignements. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Oh, je sais pas, je regarde. Et il vient 2-3 fois dans la semaine où il est accompagné avec une ou deux autres personnes. Vous appelez la police et la gendarmerie, appelez le 17, dites où vous êtes, qui vous êtes, dites que vous pensez qu'il y a un danger. Et donc à ce moment-là, j'espère que ce sera le cas. Et malheureusement, le témoignage de Madame Abitbol m'empêche d'être systématique. Mais en tout cas, moi sur la compagnie que je commandais, j'ai eu des pharmaciens qui ont appelé. On s'est déplacé, on a fait un diagnostic, on les a rassurés. C'est pas parce que vous allez appeler la police ou la gendarmerie que c'est obligatoirement pour une situation complètement d'urgence. Alors, évidemment, la situation d'urgence va faire que la police et la gendarmerie vont venir immédiatement. Si c'est une situation que vous nous signalez, on pourra prendre rendez-vous, on pourra venir vous voir, on pourra discuter et on pourra faire en sorte de vous assurer, de vous rassurer. Parce que dans l'atmosphère que je ressens, c'est qu'il y a les faits qui parlent, qui sont très froids. Quand je parle des faits, ce sont des chiffres, c'est très froid, c'est pas humain. Mais on sait que dans les commerces comme dans les pharmacies, qui sont des commerces particuliers, eh bien, parfois, il y a un sentiment qui se répand, un sentiment d'insécurité. Et le seul moyen que nous, forces de l'ordre, on a de combattre ce sentiment, eh bien, c'est de vous assurer que quand vous nous appelez, on va venir vous donner des conseils et on sera là pour vous rassurer et, le cas échéant, en cas d'urgence, venir vous protéger. C'est parfaitement clair et je note que vous assistez sur la préparation et pas seulement sur la réaction. Michael Obadia, vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, je voulais, j'abonde dans le sens de Denis. Je rajouterais juste que il ne faut pas non plus aussi tomber au jour le jour dans la paranoïa, puisque la paranoïa, c'est pas bon pour la santé non plus, de tout le temps s'inquiéter, de tout le temps penser au mal qui pourrait arriver. Par contre, parler avec ses équipes, discuter avec ses collègues, envisager que quelque chose peut arriver, c'est déjà beaucoup. Et pourquoi pas déjà parler d'une stratégie en cas d'agression. Voilà, s'il se passe ça, on passe par la porte arrière. Toutes les pharmacies sont différentes, donc on ne peut pas donner une règle générale. Mais envisager une possibilité d'agression et savoir comment on pourrait se soustraire à ça, c'est déjà très très bien. Après, on sait aussi que physiquement, les femmes sont peut-être pas les premières à devoir aller au contact sur quelqu'un d'un petit peu costaud. Si dans l'équipe on a quelqu'un un petit peu, voilà, on dit voilà, dès qu'il y a un problème, tu te positionnes là, moi je me mets là, j'essaie, voilà, envisager une stratégie, un scénario, et puis après on n'en parle plus parce que sinon après on peut plus vivre si on pense tout le temps à ça. C'est pas bon pour la santé. Après, moi je reviens juste sur la réaction. Pour ne pas mettre en danger vos personnels et ne pas vous mettre en danger, la réaction, c'est ne pas vous opposer physiquement, ne pas chercher l'escalade. 2, et ça, c'est ce qui va nous aider, cherchez à mémoriser, observer. Ne regardez pas forcément dans les yeux, regardez la tenue, regardez où il va poser les mains, regardez ce qu'il va toucher, regardez et essayez de photographier. Même si ce n'est pas facile, tous ces détails qui vont se passer dans une fraction de seconde vont être autant de temps de gagner pour les enquêteurs qui vont venir prendre les traces ADN, les traces, les éventuels crachats, les éventuelles
bref, et qui vont nous permettre, nous, plus rapidement de prendre les choses. Et si c'est un signalement qui nous est fait, qui est très précis, monsieur porte un sweatshirt gris de marque Champion avec un bas de survêt de Chelsea et des baskets, eh bien, écoutez, voilà, nous, tout ça, ça va être transmis quasiment instantanément à toutes les patrouilles et ça va nous permettre d'interpeller les auteurs le plus rapidement possible. Ensuite, composer le 17 immédiatement, dès l'instant où la situation est apaisée, parce que ce sera du temps de gagner. Et enfin, dans l'attente de l'arrivée des enquêteurs, préserver les traces et indices. Faites en sorte de ne pas essayer tout de suite de ranger, essayer de faire le bilan de ce qui vous a été volé. Parce qu'en fait, en déplaçant les objets vous allez polluer ce qu'on appelle la scène de crime et donc nous freiner dans notre travail. Ensuite, si vous avez des témoins, si vous avez des gens qui ont assisté à la scène, au mieux, dites-leur de rester. S'ils ne peuvent pas, prenez leur identité. Et nous les contacterons pour leur demander de venir porter leur témoignage. Et avec tout ça, normalement, entre l'amont, le pendant et l'après, normalement, nous aurons tous les outils pour judiciairement traiter ces individus et rendre justice. Parfait. Merci pour ces précisions. Une ou deux dernières questions avant qu'on conclue. Michael Obadia, si je veux former mon équipe et me former à votre discipline, quel est le volume de cours? Quel est le temps que ça prend? Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Alors, dans le cadre de nos formations, on a, à l'instar des gestes de premier secours, identifié 6 à 8 techniques qui, dans le contexte d'une officine d'agression, sont efficaces pour se sortir d'une agression, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, ces techniques, il faut les travailler en formation ou en cours tous les jours. Si on n'a pas la possibilité d'aller en cours de Krav Maga de 2-3 fois par semaine, déjà connaître quelques techniques, c'est déjà très très bien. Donc ces techniques-là, on les apprend en formation et on les retravaille régulièrement, soit avec son conjoint, soit avec une personne qu'on connaît, mais déjà il faut les apprendre et les travailler pour qu'elles deviennent des automatismes. J'en profite au passage pour dire que depuis la semaine dernière, nos formations en présentiel étaient déjà prises en charge par la FIFPL pour les titulaires et l'OPC de proximité pour les non-titulaires. Et maintenant, notre formation en e-learning est prise en charge aussi entièrement pour tous les pharmaciens titulaires et non titulaires. Parfait. Donc, vous êtes organisme de formation dûment référencé auprès des organismes paritaires financeurs. Parfait. Merci beaucoup. J'aimerais terminer en donnant la parole à Simone Abitbol et à Jimmy Huvet sur le traitement psychologique de tout ça. Une question. Vous aviez porté plainte, Simone Abitbol, après vos agressions? Pour les agressions les plus importantes, oui. Pour les agressions du quotidien, non. Parce que déjà, les agressions importantes, on n'a pas beaucoup de suite. Si chaque fois qu'un drogué rentre ou qu'une personne bien imbibée, bien alcoolisée vient nous faire une scène et casser un présentoir, si les dégâts sont mineurs, non, on ne porte pas plainte. Voilà. Mais les grosses agressions, oui, toujours. Ok, très bien. Une question alors très concrète à qui voudra y répondre. On nous pose la question de entre guillemets l'armement personnel, en particulier la bombe anti-agression. Est-ce que c'est une bonne idée de disposer de ce genre de matériel à l'officine, mon colonel? Alors, ai-je le droit d'avoir une bombe anti-agression? Alors déjà, il y a plusieurs types de bombes anti-agression. Et donc, vous en avez qui, quand elles dépassent de mémoire, parce que j'ai pas préparé cette question, de mémoire, quand elles dépassent 100 millilitres, vous tombez dans une catégorie B qui nécessite une autorisation particulière. Donc déjà, normalement, vous ne pouvez pas avoir dans votre officine une bombe anti-agression, une bombe lacrymogène ou peu importe comment vous l'appelez, de plus d'une contenance supérieure à 100 millilitres. Ensuite, son usage n'est pas forcément si aisé qu'il n'y paraît vous pouvez créer plus de problèmes que d'en résoudre, surtout si vous l'utilisez mal et que le jet atterrit et incapacite un certain nombre de vos personnels, voire vous-même. Donc, je ne peux pas dire que moi, je ne le préconise pas.
Voilà. Après, si ça peut rassurer, d'ailleurs certains l'ont dans leur sac à main, les petits, bon, mais voilà, moi je ne le conseille pas. Il faut faire attention parce que suivant la contenance et le type, vous avez quand même une réglementation et vous pourriez, dans le cadre d'un transport non autorisé et une détention non autorisée, vous faire verbaliser et ce serait dommageable. En effet, parfait. Merci. Une réaction, Jimmy, Michael, sur cette même question des dispositifs de défense? Alors, je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Difficile à utiliser sous état de stress, dangereux pour soi, mais aussi dangereux pour les clients éventuels qu'il pourra avoir dans la pharmacie, parce que à moins d'être seul avec l'agresseur, c'est compliqué dans un lieu confiné de se servir de ce type de. C'est pas très efficace. Et après, on s'aperçoit que quand c'est utilisé, l'agresseur ne va pas forcément être hors d'état de nuire, et ça peut engager des représailles même peut-être plus importantes. Moi, je rajouterais que, en fait, lorsqu'on est stressé, alors tout le monde n'est pas les mêmes niveaux de stress dans une agression, mais il faut savoir que lorsqu'on est très stressé, le cœur a tendance donc à monter, et au-delà de 140 battements par minute, en fait, il y a toute la motricité fine qui disparaît. Ce qui fait qu'une personne, déjà, elle va pas réussir à choper correctement sa bombe lacrymo, et puis comme disait si bien Denis juste avant, elle risque en fait de finalement se blesser elle-même, voire les personnes qui travaillent avec elle. Et puis si je reviens sur les moyens de sécurisation, c'est-à-dire que si ça la rassure d'avoir ça avec elle, ça va devenir son seul moyen de sécurisation. Ça veut dire que si jamais elle stresse et elle n'arrive plus à s'occuper de sa bombe lacrymo, alors c'est là qu'elle va rentrer dans une panique et qu'elle risque de faire un peu n'importe quoi. Donc c'est pas, de ce point de vue-là, moi je pense aussi que c'est pas une bonne idée. Ok, donc il y a effectivement un cadre légal qui ne l'interdit pas formellement, en tout cas il y a des conditions qui le permettent, mais d'une manière générale, vous trois ne le conseillez pas nécessairement. Parfait. Une question, alors là, qui est vraiment d'actualité. Un internaute qui nous déclare avoir été lui-même agressé vendredi dernier par un patient manifestement psychologiquement instable, connu de la pharmacie. Et là, allez, mon colonel, c'est encore pour vous. On me dit, on attend encore les forces de l'ordre. On a eu de vraies difficultés à porter plainte. Est-ce que les circuits sont finalement vraiment adaptés, sans rentrer encore une fois dans la guerre des zones et des polices, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à cela? Si cet internaute est en zone gendarmerie, je l'invite via le site et l'organisateur à me communiquer l'ensemble des données et je ferai en sorte qu'on puisse rectifier le service qui n'a pas été fait à son égard, parce que de toute manière, dès l'instant où quelqu'un veut déposer plainte, nous sommes dans l'obligation de prendre sa plainte. Alors savoir après si judiciairement elle est traitée, c'est-à-dire elle sera de toute manière traitée, sachant qu'un traitement, ça peut être un classement sans suite. Et un classement sans suite est une réponse pénale. Donc voilà, donc après, dès l'instant où vous pouvez avoir des patients qui ont des troubles, et qui sont des troubles, ce sont des handicaps. Alors je ne sais pas quelle est la pathologie exacte de cette personne-là, mais il est dès l'instant où les choses dégénèrent et que vous avez, donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, donc c'est assez difficile d'apprécier, mais l'appel au 17, si vous avez quelqu'un qui casse tout dans une officine, l'appel au 17 génère normalement une intervention, premièrement. Deuxièmement, la plainte, il a le droit de déposer plainte, même si, a priori, vu la pathologie de cette personne, elle n'est pas pénalement responsable. Elle a peut-être été internée même d'ailleurs par la suite. Et donc là, il y a une extinction de l'action pénale. Mais bon, en tout cas, on doit pouvoir lui apporter une réponse, ne serait-ce que pour le moment où il y a eu a priori une agression et où il faut la faire cesser. Voilà. Et donc à ce moment-là, les gendarmes et les policiers doivent venir la faire cesser et neutraliser l'auteur. Parfait. Alors, on n'a pas beaucoup plus de précisions sur ce cas, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous avez mentionné un certain nombre de réflexes, un certain nombre d'organismes, de choses à faire pour porter plainte et ensuite pour traiter les suites de l'agression. Je voudrais juste préciser, puisque ça génère beaucoup de discussions sur les réseaux, que toutes les informations que vous avez citées, les noms d'associations, les procédures, etc., seront indiquées sous le replay de ce même webinar.
dès lors qu'il sera en vidéo et en webcast et à retrouver sur le site de la revue Pharma. Alors, on a été très long et j'en suis désolé, mais on avait vraiment un grand intérêt pour toutes ces questions de la part de notre public. Une question à laquelle je vous demande de répondre très brièvement, mais que je pose à vous trois. Pharmacien d'officine, est-ce que c'est devenu un métier à risque? Je veux bien commencer. Je pense que c'est pas la pharmacie forcément, le milieu de la pharmacie qui est devenu un métier à risque. Je pense que c'est notre société qui est devenue plus violente et que tous les gens qui reçoivent du public, notamment peut-être pour les pharmaciens, c'est un petit peu plus délicat puisqu'il y a un côté médical et stress, sont susceptibles de rencontrer cette violence. Et je pense que chacun de nous devrait connaître un minimum de solutions pour s'en sortir. Et parce qu'il faut, d'après moi, arrêter de se voiler la face sur je dois appeler un tel, il faut aussi savoir se prendre en charge et retrouver un petit peu de confiance en soi pour pouvoir intervenir de temps en temps, que ce soit dans le milieu professionnel que même dans la vie de tous les jours. Très bien, merci Mickaël Badia. Jimmy Huvet, votre avis, profession à risque en particulier ou évolution plus générale? Ouais, j'ai pas trop d'avis sur ça en fait, hein. Je suis plutôt d'accord avec ce que disait Mickaël, mais j'ai pas trop d'avis. Pour vous, vous avez connu une évolution sur un certain nombre d'années d'exercice. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question? Profession à risque, plus à risque qu'avant? Oui, oui, absolument. Alors, peut-être pas dans les agressions les plus violentes, mais au quotidien. Et c'est vrai qu'on est démunis. Très souvent, on ne sait pas quoi dire et quoi faire. Ce sont des petits riens, mais qui sont vraiment très, très mal vécus par le pharmacien, par le titulaire et toute son équipe, parce que c'est répété et répété à l'infini. Donc Donc, pas forcément oui, plus grave, mais plus fréquent. voilà, absolument. Des Absolument. incivilités plus que des agressions, peut-être. Des incivilités, Les deux, mais c'est voilà, hein, ça, pas seulement verbal. On ramasse plus souvent les présentoirs, on a plus souvent des bras qui s'envolent et qui sont heureusement arrêtés par les structures actuelles. Mais franchement, c'est très, 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 très traumatisant et stressant. Donc là, il existe vraiment un potentiel de dégénérescence du contact, enfin, de la relation. Et ça, c'est vraiment bien plus qu'avant. On se sentait beaucoup plus en confiance quand on était dans un quartier. On pensait connaître tout le monde. Et effectivement, moi, plus d'une fois à l'époque, mes voisins, sentant quelque chose, n'ont pas hésité à entrer dans la pharmacie. Chose qui ne se fait plus du tout là. intéressant. Dès que la personne qui nous agresse hausse un peu la voix, ben, les gens sortent. C'est beaucoup plus simple. Donc, il y a tout ça qui au quotidien qui est difficile. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, mon colonel. Une réaction sur cette même question. Évolution de. Alors, je vais pas rentrer dans un débat de changement de société et rentrer dans la dichotomie entre d'un côté l'ensauvagement et de l'autre côté une société idéalisée avec plus de liberté, etc. Ce qui serait relativement glissant. Simplement, je rejoins Madame Abitbol pour dire qu'en fait, le niveau, les agressions les plus graves ne sont pas en augmentation. Néanmoins, le niveau général reste à une moyenne plus élevée qu'elle n'a été avant, avec beaucoup plus d'incivilité, beaucoup plus de comportements individuels qui viennent créer une tension permanente, une atmosphère permanente qui est également renforcée par tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, par tout ce qu'on voit dans les médias. Et donc, on est beaucoup plus conscient et trop conscient de ce qui pourrait arriver. Et donc, en fait, chaque petit événement qui se passe plus ou moins grave d'ailleurs chez soi, et ben, prend une ampleur intérieure beaucoup plus forte. Et ensuite, on est dans le cadre d'une société de plus en plus individualisée, où on ne prend plus garde on va dire, aux autres et où on ne fait plus un certain effort pour dire bonjour, pour dire merci. On considère qu'aujourd'hui, aller chercher ces médicaments est indu et que
avec la carte vitale, on peut peut-être avoir tout ce qu'on veut. Et donc, il n'y a plus ce sentiment de service qu'en fait que les pharmaciens donnent à la société française aussi, parce que sans eux, il n'y aurait pas cette continuité de soins. Voilà. Et puis enfin, je pense que c'est la confiance des gens les uns envers les autres. Et donc, moi, ce qui m'a le plus choqué dans le témoignage de Madame Abitbol, c'est le lien de confiance qu'elle n'a plus avec les pouvoirs publics et en particulier avec les forces de sécurité. Et je peux vous dire que son témoignage m'a heurté, voilà, parce que on essaie au quotidien d'être proche des gens et d'être à l'écoute, voilà. Et donc cette confiance et deuxièmement le fait que il faut réussir à retrouver une certaine hauteur sur certains faits et j'espère que dans le traitement médiatique de certains faits, on va réussir à réduire un petit peu et pour d'autres, par contre, et je pense que la voix portée par Madame Abitbol est intéressante, et faire l'effort forces de sécurité professionnelles, et de construire une forme de résilience qui va permettre à chacun de travailler beaucoup plus en sérénité. Voilà. Et donc, j'invite d'ailleurs Madame Abitbol et les professionnels à se rapprocher, pour ma part, de la direction générale de la gendarmerie, avec l'ordre des pharmaciens, pour qu'on voit de quels conseils ils ont besoin et qu'est-ce qu'on pourrait changer dans la prise en charge d'un certain nombre de faits, notamment, pourquoi pas, envisager un dialogue sur les faits qui sont dénoncés sur la plateforme de l'ordre des pharmaciens sur un certain nombre de choses, les comparer avec nous, notre vue de faits constatés par les plaintes qui sont déposées par les professionnels et envisager, pourquoi pas, d'apporter plus de réponses et d'accompagner au mieux les pharmaciens victimes. Alors, le message est lancé à la fois par vous, Madame Abitbol. Pardon, je vous ai coupé. Non, je disais que la réponse, on l'accepte avec plaisir. Wait and see, comme on dit. Alors, le message est passé effectivement. Peut-être une nouvelle modalité de coopération entre les forces de l'ordre, ou au moins la gendarmerie nationale et le Conseil de l'ordre. C'est peut-être une question d'ailleurs dont on pourra débattre aux rencontres de l'officine au mois de février. Alors, on va devoir mettre un terme à ce webinaire, malgré toutes les questions qui nous arrivent. Je voudrais en premier lieu vous remercier nos participants, nos intervenants, pour leur implication, la qualité de leur rapport. Merci beaucoup à tous. Quant à nos internautes, et bien évidemment, toute l'équipe d'Expression du groupe Passion espère que cela vous aura plu. Mickaël, je vous vois lever la main. Je voulais juste signaler qu'on sera présent aux rencontres des officines pour faire des ateliers de découverte de self-défense. Alors, les rencontres de l'officine, on va commencer à vous en parler. On mettra un petit message également en dessous du replay pour que vous ayez bien les dates de mémoire. On doit être sur quelque chose comme le 5, 6, 7 février 2021, mais à vérifier sur le site de la revue Pharma. Voilà, donc on espère que ce webinaire vous a plu, que vous y avez trouvé des informations intéressantes pour appréhender le plus sereinement possible cette rentrée qui est si particulière. Le webinaire, comme je vous l'ai dit, sera retrouvé dès lundi en webcast sur le site de la revue Pharma. N'hésitez pas à nous envoyer par email, par le Twitter de la revue Pharma, vos propositions de thèmes pour de nouveaux webinaires, c'est une formule qui a de plus en plus de succès, et des idées de questions pour nos prochaines éditions. Merci à tous, très bonne journée et à très vite. Au revoir. Au revoir.